Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Christophe Madrol, Caroline Pilastre. 3 semaines après son agression, Yvan Colonna est décédé hier soir. Il y avait des manifestations en Corse depuis 3 semaines et on peut légitimement se demander si la situation ne risque pas d'empirer à moins de 3 semaines du premier tour de la présidentielle. On parle de responsabilité de l'État. C'était d'ailleurs le tour de table de l'actualité de Philippe Bilger. Comment expliquer qu'un djihadiste qui était allé en Afghanistan puisse être tranquille en salle de sport et tuer un co-détenu pour blasphème? Est-ce que ça revient à l'actualité politique? Les propos sur l'autonomie vont calmer les choses ou mettre de l'huile sur le feu? Bref, le sujet est prégnant à 3 semaines du premier tour, moins de 3 semaines. D'où notre grand débat. Mort d'Yvan Colonna. Craignez-vous que la Corse bascule dans la violence? Et vous êtes 73,6% à dire oui. Avec nous, Thierry Dominici, enseignant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la Corse et des mouvements nationalistes à l'Institut de recherche Montesquieu. Thierry Dominici, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Yvan Colonna, que représente-t-il en Corse? Un héros? Alors, il y a plusieurs profils d'Yvan Colonna, mais le profil le plus répandu, si vous voulez, c'est que, au regard de sa cavale, puis de son arrestation et de son procès, très vite, donc, il va incarner le mythe du nationalisme de résistance. C'est un terme que j'emploie dans mes travaux, c'est-à-dire ce nationalisme qui résiste face à l'État. Alors, on peut l'appeler colonial, etc. Et donc, pour un bon nombre de nationalistes, Yvan Colonna incarne, il devient cette image tutélaire du nationalisme. D'autant plus que, pour vous inquiéter, c'est vrai, pour un retour de la violence, mais la violence en Corse a cessé le 23 juin 2014, lorsque le FLNC, Union des combattants, a décidé de se démilitariser. Donc à partir de là, cette jeunesse, par exemple, qui est dans la rue, ben, on peut dire qu'elle n'a jamais connu la violence politique, mais elle a été nourrie de cette image mythifiée peut-être, mais de ce héros, de ce rebelle, Yvan Colonna. Philippe Bilger. Je voudrais évidemment répondre très précisément à la question de Sud Radio et pour ma part, au risque d'apparaître naïf, j'espère que la Corse ne va pas à nouveau s'embraser. Et j'ai 2 motifs qui me permettent peut-être de démontrer que je n'ai pas totalement tort. En amont, il y a une série de mesures qui ont été prises déjà et on évoquait tout à l'heure le fait que enfin, il y aurait peut-être des sanctions de caractère disciplinaire. Les condamnés ont été rapprochés de Corse et tout ce que pouvait faire le pouvoir, il l'a fait avec beaucoup de retard d'ailleurs, y compris la dialogue qui va s'engager sur l'autonomie. Tout cela est évidemment structurellement de nature à apaiser la fronde, la résistance corse. Le deuxième élément, il est plus psychologique. J'ai été frappé depuis l'annonce de la mort d'Yvan Colonna par le deuil respecté en Corse, le fait que bizarrement, peut-être que cette mort à la suite de cet assassinat odieux va créer une tranquillité, un respect, une sorte de décence qui auparavant n'existait pas parce qu'on attendait beaucoup du pouvoir. Donc pour ces 2 motifs, j'espère que le pire ne va pas être sûr et qu'on va avoir une Corse qui saura se comporter de manière tranquille et émue en même temps. Thierry Dominici. En fait, je serais tenté de vous répondre à la normande, c'est-à-dire oui mais non. Déjà, premièrement, les jeunes qui sont dans une logique insurrectionnelle, ces jeunes n'ont pas demandé le statut d'autonomie. C'est-à-dire que si on écoute bien leur discours, moi j'ai travaillé sur ce mouvement dans le cadre d'un post-doctoral, étude doctorale, post-doctoral, donc après la thèse pour le CNRS, et je me suis aperçu que cette jeunesse est se sont fortement déclassés. Ils parlent d'État colonial, ils estiment que finalement ils subissent une mise à l'index identitaire et ils ont voté en masse le nationalisme, comme vous le dites, donc ce nationalisme qu'on pourrait juger de majoritaire avec la victoire de M. Simeoni, c'est-à-dire les autonomies à la région. Mais ceci dit,
ces jeunes vous diront que depuis 3 ans ou 5 ans, ça dépend de la génération, mais il n'y a pas eu de résultat. Et pour eux, si vous voulez, le seul statut qui vaille, ce n'est pas le statut de la Polynésie française, comme il est demandé par les autonomistes, mais plutôt le statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on serait dans une décentralisation politique, donc vers un statut d'autodétermination et d'indépendance. Donc ce n'est pas la réponse statutaire qui calmerait cette jeunesse, qui calmerait ces mouvements, à mon avis. C'est plutôt, si vous voulez, une réponse claire de l'État, et comme vous l'avez dit, en termes déjà de réponse au niveau des 3 enquêtes. L'enquête administrative, à laquelle il peut répondre rapidement, l'enquête parlementaire qui laisserait s'effectuer, et bien sûr l'enquête judiciaire. Donc concernant l'agression d'Ivan Colonna. Mais au niveau maintenant des élus et au niveau des citoyens corses, en dehors du champ politique, cette question du statut est nodale. C'est-à-dire que, comme tous les États unitaires, comme vous le savez, nous avons tendance à les voir évoluer vers un État régional. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas du Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'avec l'effet domino orchestré par le statut de la Nouvelle-Calédonie, la Corse pourrait toucher du doigt le statut de la Polynésie française. Qu'est-ce que ça veut dire en des mots plus simples, si je vulgarise? Et tout simplement, les gens ont voté pour avoir plus de démocratie locale, pour que l'île soit désenclavée. Et cette jeunesse a voté nationaliste pour plus se sentir déclassée. Donc pour moi, pardonnez-moi, peut-être que je peux me tromper, mais il y a 2 phénomènes qui s'entrechoquent. Et il y a 2 moments politiques qui s'entrechoquent. Et j'espère que notre gouvernement aura le courage, peut-être pour une fois, de mettre ça au clair et non pas de travailler d'une manière rhizomatique comme il a toujours fait. C'est-à-dire au clair, ça veut dire quoi? Et discuter, par exemple, avec cette jeunesse. Nous avons la chance de savoir qu'ils ont des syndicats. Le gouvernement pourrait discuter avec cette jeunesse pour savoir qu'elle demande. Si vous savez, leur mal-être, ce sentiment de déclassement, il est comparable à celui qu'on a vu il y a quelques mois en Guadeloupe. Et la réponse qui avait été donnée par le ministre qui était là-bas, c'était lui aussi l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est un statut institutionnel. C'est pas forcément un statut politique. Donc c'est véritablement de la décentralisation. On va faire réagir Christophe Madrol, qui connaît bien la Corse et les Corses, puisqu'il est élu à Marseille. Oui, puis Très bien. oui, je connais bien la Corse et j'ai beaucoup d'amis. Je discute souvent avec Jean-Christophe Angelini ou Gilles Simeoni parce que on est voisins, Marseille et la Corse. Moi, j'entends le discours. J'ai 3 minutes. Non, 1 minute. J'entends le discours sur l'autonomie et je suis plutôt favorable aujourd'hui à une certaine forme d'autonomie par rapport à la Corse, comme je suis favorable dans d'autres régions de France à certaines formes d'autonomie, sans quitter évidemment la République et la nation. La question du déclassement en Corse, c'est à prendre avec des pincettes. J'entends ce que vous dites et vous avez raison qu'une jeunesse se sente déclassée quand ils viennent à Marseille ou à Paris faire les études et qu'ils mettent des années pour revenir au pays. Mais ce déclassement, on l'a connu avec la Bretagne, on l'a connu avec le Pays Basque, on l'a connu avec la Creuse, avec l'Indre, avec l'Alsace. L'histoire de France s'est construite aussi avec une centralité parisienne qu'on peut regretter et les Corses... Ça date de Philippe le Bel, donc pas d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais on paye à un moment donné cette question des combats qui ont été menés entre la langue d'Oï et la langue d'Oc et la centralisation de l'État. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un Corrézien qui me racontait qu'il lui il est de Lubersac près d'Uzerche et il a dû faire ses études à Paris et son premier poste était à Créteil et il n'est jamais pu revenir à Uzerche, à Brive ou à Limoges dans toute sa carrière. Donc cette question du classement c'est important. Donc pour revenir à l'autonomie, moi je suis favorable à l'autonomie, je suis favorable au rapprochement des prisonniers tel qu'on l'avait abordé parce que c'est vraiment symbolique aussi par rapport aux familles et j'avais reçu à l'époque de nombreuses femmes de prisonniers au Parlement européen et qui disaient toujours la même chose, on remet pas en cause les peines mais par contre on veut aller visiter nos maris, nos frères, donc aller prendre le bateau ou l'avion pour venir au continent c'est toujours un coût énorme, donc le rapprochement des prisonniers c'est une nécessité. Thierry Dominici. Oui, mais excusez-moi encore, mais là aussi on parle de 2 phénomènes totalement différents. Alors premièrement, au niveau du déclassement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces Corses, eux, ne comptent pas partir ou ne peuvent pas partir sur le continent. Donc le déclassement est de vivre sur place. Par exemple, la Corse est
très enclavée, parce que comme vous la connaissez, c'est une montagne dans la mer. Et résultat, parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui se lèvent à 5 heures du matin, qui vont dans un bus avec un groupe d'amis, et ils vont passer la journée à Bastia ou à Ajaccio, tout dépend de la vie qu'ils veulent exercer. Et ils vont passer cette journée dans cette réalité. Vous savez qu'en Corse, par exemple, il y a des zones où non seulement il n'y a pas Internet, mais dès qu'il y a le moindre froid, il n'y a plus d'électricité. Et ça, dans l'Inde, vous l'avez aussi. Dans l'Inde ou la Creuse, vous l'avez aussi. Oui, tout à fait. Mais vous savez quand même que la Corse est la région la plus pauvre de l'Hexagone. Les gens ont tendance à l'oublier à cause de l'île de beauté et du tourisme. C'est vrai ce que vous dites, monsieur. Ouais. Sur quoi ? En termes de chômage, c'est une des régions les plus pauvres de France. Ah oui, c'est une région. Mais quand vous voyez le Pays Basque, certains endroits du Pays Basque, c'est un désert. Ce n'est pas comparable. Le Pays Basque, déjà, n'est pas une région. Et le Pays Basque a fait ça. S'il n'y a pas eu de mouvement périphériste au Pays Basque français, ça a été porté par la technologie, notamment par le train. Et en plus, par le tourisme, non pas de masse, mais de qualité, si je puis dire. Oh, il y a comme du tourisme de masse au Pays Basque, hein. Franchement. Mais vous allez à la plage l'été, il y a du monde, hein, Bidart, à Hendaye. Oui, d'accord, mais là vous me parlez d'aujourd'hui. Moi je vous parle du départ. Quand on a créé Saint-Jean-de-Luz, quand on a créé Bayonne, c'est-à-dire c'est né du train qui est parti de Paris. Vous prenez des travaux sur le nationalisme en politologie, on part toujours de cette idée-là. L'État, lorsqu'il ne peut pas être homogène sur son territoire, il va créer des mouvements périphériques. Et c'est le cas en Corse. C'est pour ça que j'ai fait la référence que maintenant, excusez-moi. Mélanger l'autonomisme et le rapprochement des prisonniers, ça peut être dérangeant, d'autant plus que si vous voulez, c'est pas du tout la même question. La question de l'autonomie, c'est une question de statut institutionnel. Donc ici, ce que veulent la plupart des insulaires, c'est que les élus aient plus d'habilitation à la loi, comme en Polynésie. Peut-être aussi avec pourquoi pas une assemblée délibérative pour mieux discuter des lois. C'est en gros adapter les lois nationales au caractère insulaire, c'est tout. Le rapprochement des prisonniers, la langue, le statut, le peuplement, c'est-à-dire l'existence du peuple corse, ça c'est du politique. C'est ce qui est demandé par M. Simeone ou par M. Angelini. D'ailleurs, M. Angelini est beaucoup plus clair là-dessus parce qu'il parle de processus d'autodétermination. Alors que M. Simeone, et je finis, excusez-moi, il parle toujours d'autonomie pleine et entière. Et pour finir, vous m'avez mis court parce qu'on doit faire une pause. Dans le même mot, vous m'avez mis autonomie et indépendance. Et ça n'a strictement rien à voir. Les vraies voix, 18h43, on fait une pause et on se retrouve tout de suite pour ce débat. Mort d'Ivan Colonna, craignez-vous que la Corse bascule dans la violence? Vous êtes 73,2% à dire oui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Christophe Madrol. Notre grand débat, mort d'Ivan Colonna. Craignez-vous que la Corse bascule dans la violence? Nous sommes en compagnie de Thierry Dominici, enseignant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la Corse et des mouvements nationalistes à l'Institut de recherche Montesquieu. Nous vous écoutons, Caroline Pilastre. Oui, bien sûr que je suis inquiète, comme beaucoup d'entre nous, de cet embrasement qui est très probable, puisqu'on a vu les images récemment. Alors, beaucoup de Corses veulent des réponses suite à l'assassinat abominable quand même de Colonna, je le redis. Non, du préfet Erignac. Non, mais de Colonna, par l'islamisme. Bien sûr. Et je le redis, pour moi, ça n'est pas un héros, ni comme la majorité d'entre nous. Enfin, je veux dire, Colonna a tué un préfet. Voilà, donc là-dessus, on ne revient pas sur cette question. Mais là où je vous rejoins, monsieur, c'est sur l'autonomie. Il faut vraiment faire la différence entre ce que veulent les Corses, l'autonomie et l'indépendance. Les Corses, pour la plupart d'entre eux, ne veulent pas sortir totalement de la France. Ils veulent pouvoir gérer financièrement une partie justement des revenus qui leur est alloués, parce qu'ils trouvent qu'il y a une injustice entre le continent et ce qu'ils vivent. Et pour en revenir à la jeunesse, oui, vous avez beaucoup de jeunes qui subissent justement cette pauvreté, cette précarité, et ils ont la sensation d'être incompris. Moi, je connais quelques Corses, et véritablement, ils n'ont pas ni un état d'esprit de révolutionnaire, ni une image de haineux vis-à-vis de la France, mais il y a des choses qui leur paraissent complètement incohérentes par rapport à ce que nous, on peut vivre. Vous avez parlé de la fracture numérique, mais tout ça, ça fait partie de la vie des gens. Et donc, les Corses ont l'impression par moment, en fait, qu'on ne parle d'eux que sous le prisme du tourisme, avec les belles villas, voilà, le côté idyllique de la carte postale, qui n'est pas du tout la réalité sur le terrain. Et je pense que dans ce sens-là, on doit les entendre. Maintenant, dire que depuis plusieurs années, il n'y a pas eu une négociation, des pourparlers avec eux, c'est faux. Monsieur Macron, depuis 2018, discute pour arriver à cette autonomie. Donc il faut quand même être honnête intellectuellement. Elle ne se fera pas du jour au lendemain, soyons clairs. Mais
mais je pense que ça va dans le bon sens et je comprends la réaction des Corses, pas la violence, et ne mettons pas non plus tous les Corses dans le même bateau, parce que c'est facile aussi de faire des amalgames. Mais cette autonomie, parce qu'ils n'ont pas la sensation de vivre comme nous, on vit sur le continent. Thierry Dominici, pas trop long parce que ça appelle au 0826 300 300. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de négociations. Il y a bien sûr des négociations, d'autant plus que la première négociation a été stoppée par la pandémie. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de réforme qui était proposé depuis 2018, de réforme constitutionnelle. Alors après, est-ce qu'on atteint l'autonomie? Est-ce qu'on atteint le statut de Polynésie? Bon, ça, c'est le choix qui sera fait par les législateurs. Mais au final, si vous voulez, le statut aujourd'hui de la Corse, qui est attendu par les insulaires au-delà du nationalisme, c'est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt qu'employer le terme qui fait peur, autonomie, c'est plus de décentralisation, tout simplement. Donc, et donc, plus de décentralisation, après le statut de la Corse, c'est le statut de la Polynésie française. On part au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Écoutez, moi, je suis Corse d'origine. Je vis effectivement à Toulouse, mais je suis Corse de père et de mère. J'ai vécu en Corse très très longtemps et je m'inscris en faux par rapport à tout ce que je viens d'entendre là. D'abord, premier point, la dame qui parlait dernièrement vient de dire une négociation a été ouverte depuis 2018 avec Emmanuel Macron. C'est faux. Emmanuel Macron n'a fait que pendant sa mandature que d'opposer aux Corses une fin de non-recevoir. Il suffit de voir le dernier déplacement qui a été d'ailleurs très mal vécu sur l'île, la façon dont il s'est comporté vis-à-vis des élus corses. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je dirais par rapport à l'autre personne qui dit que les Corses, dans leur grande majorité, veulent l'autonomie ou veulent l'indépendance ou veulent l'autodétermination, ça aussi c'est faux. Il y a effectivement en Corse les autonomistes qui ont gagné toutes les élections depuis maintenant près de 7 ans. Ils les ont gagnées, mais pas en posant pas forcément le problème, en disant effectivement l'autonomie sans en fournir de contenu. Là, certains parlent ensuite d'autodétermination, certains parlent d'indépendance, la revendication de dire il y a un peuple corse mais sans le définir, c'est qui le peuple corse? Est-ce qu'il ressort du droit du sol? Est-ce qu'il ressort du droit du sang? Est-ce que toute personne qui vit en Corse est amalgamée au peuple corse ou pas? Donc toutes ces questions-là ne sont jamais abordées dans le fond. Donc c'est facile de dire reconnaissance du peuple corse, mais quel peuple corse? De quoi parle-t-on, hein? Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a des spécificités corses, qu'elles soient culturelles, elles sont aussi, bien évidemment, géographiques, historiques, politiques, etc., etc. Mais le vrai problème, c'est que nous sommes en Corse dans une société totalement schizophrénique. Et l'État français, au lieu d'envoyer des CRS et des gardes mobiles, ferait mieux d'envoyer des brigades de psy, hein, parce que ça permettrait, parce que quand j'entends aussi la personne qui disait les jeunes Corses sont déclassés, sont frustrés, sont ceci. La jeunesse corse vit une jeunesse dorée. Vous savez ce que c'est une jeunesse dorée? Elle ne connaît rien des difficultés des jeunes du continent, parce qu'il y a des ressorts familiaux, d'une solidarité familiale qui leur permet de vivre, même dans les milieux les plus défavorisés, hein, il n'y a pas ni la misère intellectuelle, ni la misère matérielle que l'on rencontre sur le continent. Donc je voudrais qu'on remette un peu l'église au milieu du village et qu'on arrête de répéter, comment dirais-je, une espèce de doxa nationaliste, hein, qui finalement ne correspond à rien. À la réalité non, 10 secondes. 10 secondes, pas plus. Un dernier mot. En 7 ans, les nationalistes n'ont rien réalisé. Et il y a plein de choses qui peuvent se faire sans avoir à en passer par une révision constitutionnelle ou par un statut particulier. Merci beaucoup, Jacques de Toulouse. On n'a plus le temps, on est vraiment au bout. Merci beaucoup, Thierry Dominici, enseignant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste de la Corse et des mouvements nationalistes à l'Institut de recherche Montesquieu. Verdict sur Twitter. Craignez-vous que la Corse bascule dans la violence suite à la mort d'Ivan Colonna? Vous êtes 72,8% à dire oui. On va passer à un sujet beaucoup plus léger.